Réconcilier la nature et l'humain, nous faire découvrir un monde insoupçonné où l'homme et l'animal coexistent en pleine ville. Voici le défi de notre invité. Bonjour Thomas Jean. Bonjour. Vous êtes photographe, vidéaste et depuis quelques années, votre objectif vise une cible bien précise. Expliquez-nous. Effectivement, j'observe la faune sauvage en pleine ville depuis que je suis gamin, en fait, ici à Bruxelles. Et là, j'ai réalisé un travail qui s'intitule Sauvage et pour lequel j'ai été à la rencontre d'animaux sauvages qui évoluent en pleine ville, mais surtout qui évoluent à côté de l'humain et qui n'en ont pas nécessairement peur. Et c'est vrai que le point de départ de tout ce travail, c'était justement une question qui est la suivante. Est-ce qu'un animal doit forcément avoir peur de l'humain pour être considéré comme sauvage ? Et le travail m'a permis de comprendre que non, mais tout ça... On va y venir. Tout a commencé quand même avec cette série documentaire. Bon, j'ai coupé un petit extrait, on regarde. Bienvenue dans la Minute Sauvage. Alors voilà, là on vient d'entendre un extrait de La Minute Sauvage, cette série documentaire donc, qui est consacrée à la faune urbaine. Et aujourd'hui, il y a cet ouvrage, je vais bien le montrer à la caméra, Sauvage, qui sort avec cette question, vous pouvez peut-être nous la redire, qui traverse votre travail aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'un animal doit forcément avoir peur de l'humain pour être considéré comme sauvage ? C'est une question qui s'est longtemps posée dans le cadre de mon travail, parce qu'en fait, moi, les animaux que j'observe ici à Bruxelles, et on voit une photo de renard qui dort sur une tombe, n'ont pas nécessairement peur de l'humain. Mais par contre, dans la littérature naturaliste, dans les documentaires animaliers, on présente souvent un bon animal sauvage, c'est un animal qui a peur de l'humain. Et j'avais envie de déconstruire cette idée et de montrer qu'en fait, à partir du moment où on laisse la faune sauvage tranquille et qu'on lui laisse une place, elle considère l'humain comme un voisin, comme un animal lambda qui fait partie du paysage, et elle peut évoluer librement à côté de celui-ci, quoi. Oui, cette photo justement n'a pas été choisie, vous vous en doutez, par hasard. Expliquez-nous peut-être votre relation avec ce renard. Alors c'est une renarde que je suis dans un cimetière, c'est le cimetière dans lequel était enterré mon grand-père, et donc j'ai rencontré cette renarde en allant visiter mon grand-père, et elle n'a pas vraiment peur de l'humain. Et donc on a appris à se connaître, elle et moi, et en fait, quand j'arrive dans le cimetière, elle me remarque directement, et pour cette photo-là, typiquement, je me suis approché d'elle calmement, je me suis assis juste en face d'elle, donc là il faut imaginer que je suis à peu près à 1 mètre, 1m50 de la renarde, et celle-ci c'est simplement tournée sur elle-même au-dessus de la tombe, un peu comme le ferait un chien, s'est couchée, s'est endormie. Et ça, c'est une situation à laquelle on n'est absolument pas habitué ni préparé, c'est-à-dire un animal sauvage qui s'endort à 1m50 d'un humain. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, et ça a été l'un des points de départ du projet Sauvage, donc de l'exposition du livre, qui était de se demander si Bruxelles et si les renards bruxellois étaient une exception. Et donc j'ai été dans plein de pays à la rencontre de ces animaux qui n'ont pas nécessairement peur de l'humain. Donc dans plein de pays, vous savez nous citer quelques villes, je vois que vous avez été à Budapest, Rome. Oui, j'ai été en Hongrie, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie 2 fois. Et c'était l'occasion de rencontrer plein d'espèces différentes qui avaient appris à vivre aux côtés de l'humain. Je pense notamment aux chevreuils, aux hamsters sauvages, en Autriche, à Vienne. Je pense également aux sangliers. C'est un animal qui est quand même assez puissant, qu'on n'imagine pas nécessairement, avec lequel on n'imagine pas nécessairement cohabiter. Et pourtant, à Rome, la relation entre les Romains et le sanglier se déroulait relativement bien. Donc, est-ce que vous savez nous montrer une photo d'une rencontre qui vous a particulièrement touché ? Certainement les ours. Ici, celle-ci. On va bien la montrer à la caméra. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est vrai qu'on voit là un ours derrière une voiture. On a l'impression qu'on est vraiment en ville, qu'on pourrait... Oui, complètement. Expliquez-nous. Donc là, on est en Roumanie, dans une petite ville qui est perchée dans les montagnes, dans les Carpates. Et dès que le soir arrivait, on entendait en fait les meutes de chiens se mettre à aboyer pour signifier la présence des ours.
Et en fait, les ours rentraient un peu partout dans la ville à ce moment-là, attirés par la nourriture que représentent les poubelles et les déchets ménagers. Et donc j'ai vu cet animal sortir entre deux maisons, se diriger droit vers les poubelles. Et en fait, j'ai compris quelques secondes plus tard que c'était une femelle parce qu'elle était accompagnée d'un ourson, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'était un moment extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre à seulement quelques mètres et d'immortaliser pour le livre et l'expo. Finalement, on en vient à changer un peu notre perception de l'animal sauvage. Complètement. Les photos sont accompagnées d'un texte dans lequel moi, j'explique quelques anecdotes de voyage, mais surtout j'invite les visiteurs de l'expo et les personnes qui découvrent le livre à repenser la perception qu'on a de l'animal sauvage. À partir du moment où on se rend compte qu'en fait dans certains pays, je pense notamment en Italie, dans les Abruzzes, où la chasse de loisirs est strictement interdite depuis près de 40 ans, on se rend compte que les animaux vont développer une autre relation à l'humain. Dans ces villages, les cerfs et les biches se rapprochent des humains pour éviter la prédation du loup. Donc à partir du moment où on ne tire pas la moitié de l'année sur des animaux, en fait ceux-ci peuvent considérer l'humain comme un allié. Et ça change totalement la donne en fait. Ça change toute forme de perception qu'on peut avoir de la relation qu'on a ici en Belgique avec les cerfs et les biches, par exemple. Oui, c'est sûr. Et d'où ça vient pour vous, cette passion de cette relation homme-animal ? J'ai toujours été passionné et c'est vrai qu'en évoluant dans ces milieux naturalistes et en observant la faune sauvage, j'ai perçu un certain nombre d'idées, comme celle qui consisterait à dire que l'animal sauvage a peur de l'homme ou de l'humain. Et en étant confronté à la faune sauvage en pleine ville, parce que moi je suis citadin, j'ai constaté tout le contraire en fait. Et donc c'est vrai qu'en tant que photographe animalier, j'estime avoir une forme de responsabilité vis-à-vis de ça et de témoigner de ce que je constate sur le terrain, de dire tiens, est-ce que finalement la relation qu'on a développée avec la faune sauvage ici en Belgique et de manière générale en Europe, est-ce que finalement elle est aussi enrichissante que celle qu'on pourrait s'offrir? Et c'est vrai que les photos, les rencontres et qui sont présentées dans le cadre du livre sauvage et de l'exposition permettent aux visiteurs et aux lecteurs de découvrir un monde sans chasse de loisirs, en fait. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est absolument pas habitué. J'ai observé le brame du cerf à seulement 20 mètres. D'un cerf qui brame, c'est assez impressionnant, avec les biches tout autour, qui sont couchées au sol avec les fans. Et quand je parle de ça à des amis photographes ou des amis naturalistes, ils m'expliquent qu'en fait, pour eux, la perception qu'ils en ont, c'est comparable au monde sauvage des Ouailles ou à Paradisa. Parce qu'ici, en Belgique, on n'imagine absolument pas que les animaux sauvages puissent accepter la présence humaine. Simplement parce que la moitié de l'année, ils sont tirés dessus, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste, cette cohabitation, quand on parle de biches et de cerfs, mais même les cerfs, finalement, ils peuvent être assez dangereux, des ours. Est-ce qu'on peut vraiment cohabiter comme ça avec cette faune ? Alors, pour avoir discuté à chaque fois avec des personnes qui habitaient sur place, des Romains, des Roumains, des Hongrois, en fait, la cohabitation se déroule relativement bien dans la mesure où les gens ont cette culture de l'animal, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, les ours, qui sont des animaux imposants, extrêmement puissants, qui incarnent pas mal d'imaginaire autour de l'espèce, peuvent faire peur de prime abord, mais en fait, pour avoir discuté avec un scientifique qui s'occupe justement de la cohabitation avec cet animal-là, avec l'ours, il s'est rendu compte, et son hypothèse la plus probable, c'est qu'en fait, les accidents arrivent avec les publics qui n'ont pas cette culture de l'ours, qui ne sont pas habitués à la présence de l'ours. Je pense notamment aux touristes, aux personnes qui viennent travailler en Roumanie, qui viennent de l'étranger, et qui sont confrontés à la présence de l'ours, notamment dans les Carpates, sur les routes de montagne, et qui, spontanément, sans réfléchir, de manière totalement consciente, vont tenter de nourrir l'ours en sortant de la voiture et en tendant une pomme, une gaufre, que sais-je, à la main. Et évidemment, dans ces cas de figure-là, l'ours va interpréter la proximité avec l'humain comme une menace et potentiellement peut devenir très dangereux, voire mortel. Donc effectivement, il y a une possibilité de cohabiter avec, mais à partir du moment où on intègre le caractère sauvage de l'animal, en fait. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu peur aussi ? Est-ce qu'il y a certaines rencontres qui vous ont quand même fait un peu frissonner ? Alors, observer des ours, c'était une première pour moi, en liberté. Ça a été extrêmement palpitant, je dirais. Peur, j'ai pas vraiment eu peur, parce que j'étais dans les conditions qui permettaient de m'assurer ma sécurité. Par contre, je me suis déjà fait charger par des sangliers. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que
tant qu'on reste calme, c'est facile à dire, mais tant qu'on reste calme, en général, les animaux ne vont pas jusqu'au contact. Il y a beaucoup de parades d'intimidation, en fait. Chez les animaux, ça fait partie de leur code. Et dès qu'on respecte une certaine distance, en général, il n'y a quasiment aucun souci à se faire. Alors, vous l'avez dit en début d'interview, votre travail est exposé aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il est présenté à Ixelles, à proximité de Flagey, au numéro 6 rue de Verny, vraiment juste à côté de Flagey. C'est ouvert tous les jours. Moi, j'y suis présent tous les jours pour justement répondre aux questions et raconter des anecdotes. Oui, d'ailleurs, il a fallu insister pour vous avoir aujourd'hui. Vous ne vouliez pas quitter votre exposition. Effectivement, c'était un peu compliqué de fermer l'exposition pendant 2 heures. Mais pour vous, j'ai fait l'effort. C'est super. Et j'espère que personne ne va se présenter devant la porte d'ici là. Mais l'expo est ouverte de 10h à 18h tous les jours en ma présence jusqu'à au dimanche 17, donc dimanche prochain. Et j'accueille le public qui vient visiter. Et puis en fait, j'en profite pour faire des visites guidées presque privées parce qu'en fait, chaque personne qui rentre a droit aux histoires et puis à mon point de vue. Et ça donne lieu aussi à des échanges, à des débats, notamment sur la chasse. 2 petites questions, si on a encore le temps. Je regarde Jim, il dit oui, alors on y va, c'est lui le chef. Peut-être d'abord une question un peu plus pratique, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je pense qu'à Bruxelles, l'animal qu'on voit le plus, c'est le renard. Comment se comporter avec lui ? Alors, pour la meilleure manière de respecter le caractère sauvage d'un animal, c'est de le considérer comme un être vivant indépendant et autonome. Les animaux sauvages n'ont pas besoin de l'humain. Ils n'ont jamais eu besoin de l'humain. Ils ont vécu sans avant nous. Mais par contre, le fait, par exemple, de créer une relation de dépendance avec un animal par le biais de la nourriture, donc en voulant nourrir les animaux, peut justement, de mon point de vue, altérer ce caractère sauvage et le rendre littéralement dépendant de la main humaine et de la nourriture. Et donc, il est préférable de simplement observer les animaux dans leur élément, en respectant une distance suffisante et en restant calme. Spontanément, les gens, quand ils voient un renard, ils se mettent à crier dans la rue « Oh, un renard !» et à ce moment-là, le renard part. En restant calme et plus ou moins silencieux, même en parlant très bas, ça suffit pour pouvoir observer un renard pendant de longues minutes. Dernière question. Oui. Derrière cet ouvrage, cette exposition, il y a aussi un rêve, votre rêve d'acheter un terrain ? Oui, tout à fait. L'idée à la base, parce que ce livre et l'exposition ont pu voir le jour grâce à la participation de personnes, de citoyens, de personnes qui suivent mon travail sur la Minute Sauvage, grâce à un financement participatif. Et dans l'idée, au plus l'objectif était haut et atteint, était haut, au plus le budget dégagé pouvait permettre d'acheter un terrain. Et donc l'idée, c'était d'acheter un terrain en Wallonie à moindre prix pour en faire une réserve naturelle qui serait gérée par le principe de naturalité, c'est-à-dire laisser la zone en libre évolution, peut-être faire quelques aménagements et laisser la zone en libre évolution. Donc laisser la nature faire, en fait. Alors malheureusement, on n'est pas arrivé à l'objectif, mais je ne désespère pas que sur les prochains projets, de plus en plus de personnes suivent et soutiennent les projets de la Minute Sauvage et donc me permettent à terme d'acquérir des terrains pour en faire des réserves naturelles. Merci beaucoup d'avoir quitté votre exposition pour venir sur notre plateau. Bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup. Merci à vous.